Bienvenue à ce 6e séminaire de la chaire Entrepreneurial Écosystème Lab sur l'écosystème de la transmission reprise, organisé avec le soutien de la Fondation MMA des entrepreneurs du futur et en partenariat avec Transmission Lab. L'objectif de ce webinaire est de proposer un regard renouvelé sur la transmission reprise à travers une perspective en termes d'écosystème. Nous allons croiser les regards, que ce soit en termes d'expertise, de géographie, nous aurons un regard France-Canada, et aussi en faisant dialoguer le monde académique et le monde des praticiens. J'aurai le plaisir d'animer ce webinaire avec Sophie Casanova, qui associe Stéphane Meunier de la CCI Île-de-France, Richard Quinn du mouvement Desjardins, Pascal Véry du CRA et Léa Wang de Transmission Lab. Nous avons prévu une courte introduction et 3 temps avec une perspective en termes de multiniveau. Et je vais tout de suite donner la parole à Sophie Casanova pour introduire ce webinaire. Merci beaucoup Karim, merci à tous de bien vouloir participer à ce webinaire sur la transmission reprise. Donc pour contextualiser, ce que je vous propose, c'est que on donne quelques chiffres. Et ce que montrent aujourd'hui les données, c'est que la transmission reprise, ça constitue un enjeu aussi important que stratégique pour les territoires. Donc en France, on a près de 700 000 entreprises qui vont devoir changer de main d'ici 2032. Et on sait qu'environ 50 000 transmissions réussies permettent de préserver plus de 700 000 emplois. Au Québec, c'est tout aussi important, proportionnellement à la population. On a 50 000 transferts qui sont attendus entre 2024 et 2029, dans un contexte où un entrepreneur sur deux a plus de 55 ans. Parce que quand on regarde les chiffres de la transmission reprise entreprise, mais il faut aussi les mettre au regard du vieillissement de la population qui va accélérer le mouvement des cessions à venir. Un élément qui est intéressant et qui est important aussi de souligner, c'est que 52% des dirigeants de PME n'ont aucun plan de relève, ce qui peut exposer de nombreuses entreprises à un risque de disparition. Donc ces chiffres, ils reconfigurent un peu les dynamiques entrepreneuriales dans leur ensemble et ils soulignent 3 enjeux clés qu'on a voulu mettre en évidence. Le premier, c'est l'emploi. Chaque transmission réussie, c'est un tissu d'emploi qui est sauvegardé. Le deuxième, c'est un enjeu pour la vitalité des territoires, en particulier les territoires ruraux ou les territoires fragilisés pour lesquels la reprise d'entreprise peut être une alternative à la désertification économique. Et enfin, la nécessité d'un accompagnement structuré et coordonné, car sans collaboration entre les acteurs, peu de chances que ces transitions aboutissent dans de bonnes conditions. La complexité et la variété de ces situations de transmission reprise en font des opérations qui sont particulièrement sensibles, on le sait. Il y a de nombreux points de vigilance à observer pour accompagner ces opérations sur les aspects juridiques, fiscaux, patrimoniaux, sur les aspects stratégiques, les aspects financiers et aussi les aspects humains qui souvent sont critiques dans ces processus de transmission reprise. Donc, plus qu'un facteur isolé, les difficultés qui entourent l'opération de transmission reprise sont multifactorielles et ça va créer des besoins et des besoins multiples en termes d'accompagnement. On sait également que les conseils jouent un rôle fondamental dans le succès de ces opérations de transfert parce qu'ils vont fournir des conseils techniques, stratégiques, humains, psychologiques qui peuvent accroître les chances de succès de l'opération. Et pour répondre à ces enjeux, les professionnels de l'accompagnement à la transmission collaborent inévitablement dans l'exercice de leur mission pour offrir une gamme complète de services à leurs clients. Et il nous a semblé intéressant justement d'avoir une approche écosystémique parce qu'elle paraît particulièrement adaptée pour répondre aux enjeux et aux besoins diversifiés des petites et moyennes entreprises en matière de transmission et de reprise d'entreprise. Donc, du point de vue de la structuration de cet écosystème de la transmission reprise, on a structuré ça en 3 grands niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau micro, qui concerne l'ensemble des acteurs qui sont directement concernés par l'opération de transfert, c'est-à-dire les cédants, les repreneurs et tous les individus qui sont directement impactés par l'opération de transfert. Le niveau méso, qui va associer les acteurs qui accompagnent l'opération,
et qui sont d'une certaine manière concernés aussi par la satisfaction de leurs clients et l'aboutissement de l'opération, parce que celle-ci va avoir des répercussions sur leur propre affaire. Et les relations entre ces acteurs peuvent être de nature coopétitive. Et enfin, les acteurs du niveau macro qui, eux, créent les conditions pour favoriser, pour accompagner la dynamique reprenariale dans un territoire et qui sont concernés par les retombées sociétales, territoriales de l'opération de transfert. Donc, cette définition de l'écosystème de la transmission reprise, un peu comme un système ouvert qui comprend une diversité d'acteurs en interaction, qui permet de contribuer à créer les conditions sociales, culturelles, matérielles à la dynamique reprenariale, nous a paru intéressante pour pouvoir discuter de notre sujet aujourd'hui et pour introduire les questions qui vont faire l'objet de ce webinaire. Très bien, merci Sophie pour ce propos introductif. Donc nous allons avoir un temps d'échange autour de ces trois principaux niveaux et nous allons démarrer par le niveau macro. Nous voyons que quels que soient les pays finalement, la transmission est aujourd'hui un enjeu majeur. Euh, on souhaiterait peut-être avoir une discussion, on va dire un peu comparée entre la France et le Canada pour voir aujourd'hui comment, et notamment Stéphane Meunier sous l'angle de la CCI Paris-Île-de-France et Richard King sous l'angle du mouvement des jardins, donc avec deux perspectives différentes, celle du financement, celle de l'accompagnement. Messieurs, si vous prenez de la hauteur finalement sur votre contexte, quels sont les grands enjeux aujourd'hui pour développer l'écosystème de la transmission reprise dans votre contexte particulier. Et donc, je propose peut-être à Stéphane de démarrer. Très bien, merci Karim. Alors, les grands enjeux, on se replace au niveau du marché de la reprise aujourd'hui. Donc sur le marché de la PME, globalement, on a plus de repreneurs qui recherchent que d'affaires à céder. Donc vous allez me dire, pour un dirigeant qui veut vendre aujourd'hui, quand on dit ça, ça devrait être facile pour lui de trouver. Malheureusement, c'est pas si simple que ça parce que on se rend compte que côté repreneur, tous les repreneurs cherchent un petit peu la même chose. Et quand je dis la même chose, c'est déjà en termes de taille. Globalement, un repreneur, personne physique ou une société, ne regarde pas beaucoup les petits dossiers. Alors, quand je dis petits dossiers à notre niveau, c'est des dossiers qui vont être inférieurs à 1 million d'euros de chiffre d'affaires, si vous voulez. Par contre, quand on rapproche ça aux 700 000 entreprises là, dont parlait Sophie, qui seraient à céder dans les 10 ans à venir, ce qu'il faut absolument préciser, c'est que dans ces 700 000, vous en avez 80% qui sont des entreprises de 0, 1 ou 2 salariés. Donc, on voit déjà tout de suite que, globalement, sur le marché, entre l'offre et la demande, il y a un déséquilibre. Voilà, il y a un déséquilibre parce que le repreneur cherche des affaires rares et le cédant, quand il vend sa petite entreprise, il a du mal à trouver un repreneur qui recherche à son niveau. Donc ça, c'est le premier point. Donc, il faudrait peut-être inciter les repreneurs, que ce soit des dirigeants de société ou des repreneurs personnes physiques, à regarder des sociétés peut-être de taille un peu plus petite. Ou alors, ce qu'on essaye aussi de faire, nous, en France, si vous voulez, depuis 10 ans, on a beaucoup parlé de création d'entreprises et beaucoup moins de reprise d'entreprises. C'est vrai que depuis 1 ou 2 ans, le gouvernement et toutes les parties prenantes commencent vraiment à s'intéresser à ces questions de reprise parce qu'il y a des enjeux derrière et qu'on a bien compris que la population de dirigeants était vieillissante. Donc le pari de la création d'entreprises, on l'a gagné depuis longtemps en France parce qu'on en est à quasiment plus d'1 million d'entreprises créées chaque année. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas des jeunes ou des moins jeunes qui ont des envies de créer? Est-ce qu'à ces gens-là, on ne pourrait pas leur dire aussi, plutôt que de créer, de partir de zéro, regardez la reprise d'entreprise? Parce que peut-être qu'il y a des petites activités où vous avez des dirigeants qui ont déjà développé quelque chose, qui ont un portefeuille clientèle, qui sont déjà implantés sur un marché avec un certain savoir-faire, avec du chiffre d'affaires et en plus un dirigeant qui se rémunère. Ça vaut peut-être, plutôt que de partir from scratch, ça vaut peut-être la peine de regarder ces petites affaires.
Ça, c'est le premier point. Côté cédant, parce on est quand même axé beaucoup sur le dirigeant cédant. Aujourd'hui, nous, on a deux problèmes en France. Le premier problème, c'est le problème de la préparation. Un projet de transmission d'entreprise, ça se prépare. Et ça se prépare, on va dire, longtemps à l'avance, 3, 5 ans à l'avance. Et quand on dit ça se prépare techniquement, juridiquement, financièrement, etc. Mais ça se prépare aussi psychologiquement. Et l'aspect humain, mental et moral d'un dirigeant qui veut vendre, il ne faut pas le négliger. Et je pense qu'aujourd'hui, en France, il est quand même un petit peu négligé. Voilà. Et c'est dur hein, pour un dirigeant qui est depuis 30 ans dans sa société, qui vous en parle comme, un, sa seconde famille, deux, comme un petit peu son bébé. C'est difficile de s'en séparer. Donc, il y a déjà un aspect humain et psychologique qui est important. Et ce qu'on constate, c'est qu'on a beaucoup de dirigeants, malheureusement, qui ne préparent pas leur transmission. On a essayé beaucoup de choses. Hein. On a essayé d'organiser plein de réunions, plein de manifestations, le matin, le soir, le samedi, le dimanche. C'est vrai que les dirigeants, malheureusement, ils sont aussi absorbés par leur quotidien. Ils n'ont pas forcément beaucoup le temps, mais ce temps, il faut le prendre. Il faut le prendre 3 à 5 ans à l'avance. Et le deuxième sujet qu'on a, c'est un sujet de confidentialité. On a malheureusement beaucoup de dirigeants qui veulent vendre ou qui ont une réflexion de cession, mais qui ne veulent pas que ça se sache. Donc ça, c'est une mentalité assez française, on va dire peut-être assez européenne, comparativement à ce qui se fait chez les anglo-saxons. Un dirigeant vous dit, OK, moi je veux bien vendre, mais il ne faut pas que mes clients le sachent, il ne faut pas que mes salariés le sachent, il ne faut pas que mes fournisseurs le sachent. Sinon, ça risque il pense que ça risque de déstabiliser son écosystème. Alors, il a peut-être raison, mais nous, on communique beaucoup sur le fait qu'il a aussi tort, parce que dans ce cas-là, il ne prépare pas et il ne va peut-être pas forcément trouver les bonnes personnes pour reprendre son entreprise. Donc, on communique beaucoup avec eux, on prépare beaucoup avec eux, et ce qu'on dit, c'est que un acte de transmission d'entreprise, il faut que le dirigeant considère que c'est un acte de gestion normale dans la vie de son entreprise. Ce n'est pas un acte de gestion exceptionnel, c'est vraiment un acte de gestion normal. Et puis, quelque part, ce dirigeant, il est que de passage, même s'il a créé l'entité, il est que de passage à la tête de cette société, en tant que gérant, en tant qu'actionnaire ou autre. L'intérêt derrière, c'est de créer la pérennité de sa société, de créer la pérennité de l'emploi. Et donc, pour ça, à un moment donné, forcément, il faudra qu'il transmette. Donc, plus on met cette idée en tête, dans la tête des dirigeants tôt, mieux ça se passera. Voilà, donc messieurs les cédants, préparez. Alors, la préparation, on l'a fait, nous, de manière plutôt individuelle. Hein. Effectivement, plus que collective, c'est une préparation qui est très individuelle. Messieurs les cédants, préparez et ne soyez pas très confidentiels sur votre projet. De toute façon, quand vous avez 60, 65 ou 70 ans, beaucoup de gens se doutent qu'à un moment donné, vous allez passer la main. Voilà ce qu'on peut dire d'un point de vue marché macro. D'accord, très bien, merci. Alors, messieurs et mesdames aussi, alors même si peut-être la proportion de dirigeantes en particulier dans le contexte français est plus faible. Alors, si on se positionne justement sur le contexte canadien et peut-être aussi sur la belle province du Québec, est-ce qu'on retrouve des enjeux similaires? Est-ce que les pouvoirs publics sont aussi dans une évolution dans leurs actions? Est-ce qu'on voit une réflexion aussi partagée entre les différents acteurs au niveau de la province ou au niveau national, Richard? Bonjour, oui. Très content d'être avec vous aujourd'hui. La situation est la même, absolument la même. C'est assez incroyable. Stéphane, nous vivons à la même chose. Les entrepreneurs cédants ne veulent pas le faire savoir, ont la réflexion parfois, ils ne le publicisent pas. Donc, évidemment, ça crée un fossé entre les repreneurs et les cédants, finalement. Il y a un problème de communication là, à ce moment-là. Évidemment, même si ça fait près de 20 ans au Québec que l'on fait de la sensibilisation sur la planification, encore aujourd'hui, le problème de planification demeure. Le problème de l'accompagnement demeure, même si
Je dirais que l'écosystème s'est développé au fil des années. Elle demeure encore aujourd'hui un peu trop fragmentée. Elle manque de cohésion, en fait. Par contre, on voit dans la réflexion des pouvoirs publics, ici au Québec, notamment, on a un organisme central, là, anciennement le Centre de transfert d'entreprises du Québec, qui est devenu Reprenariat Québec il y a quelques jours. Donc, on souhaite, à partir de cet organisme-là, un peu fédérer l'écosystème, c'est-à-dire de ramener les gens autour d'un but commun, de même de créer de la formation pour un petit peu rendre un peu plus standard l'approche d'accompagnement auprès des entrepreneurs, à la fois cédants et relèves. Donc, il y a quelque chose qui s'organise. Depuis 2021, vous l'avez vu d'entrée de jeu, le reprenariat est devenu plus important que la création d'entreprises au Québec. Donc, on est sur une tendance de 10 000 transferts d'entreprises annuellement actuellement. On devrait demeurer assez stable selon la courbe démographique là, pour les 7-8 prochaines années à peu près à ce rythme-là, d'environ 10 000 par année. C'est une question de capacité de marché également, là, de pouvoir les réaliser. Ça prend des professionnels, ça prend des gens qui accompagnent, ça prend des professionnels transactionnels donc aussi. Donc, il y a une question de capacité de marché là, pour pouvoir les réaliser. Nous favorisons au Québec, surtout chez Desjardins depuis très longtemps, de sensibiliser l'entrepreneur tôt en amont à se bâtir une équipe autour de lui. Donc, nous, la stratégie première, c'est la transaction avec l'équipe de direction ou la famille. Nous, c'est ce que nous privilégions et d'ailleurs, c'est le plus grand nombre de transactions que nous faisons de transfert d'entreprise sont avec cette stratégie-là. La stratégie du repreneur externe, elle est plus risquée. Hein? Un repreneur externe qui ne connaît pas le secteur d'activité, qui va s'asseoir dans la chaise de président demain matin sans connaître l'entreprise, le secteur, c'est une opération jugée pas mal risquée. Donc, et l'entrepreneur cédant, à ce moment-là, souvent est un peu moins patient. Il ne veut pas rester en solde de prix de vente ou en balance de prix de vente, comme on appelle ici. Puis, il veut partir plus rapidement, alors que c'est l'inverse. Il faut qu'il reste plus longtemps pour permettre une transmission de la connaissance du secteur, de rendre les gens aussi, de sécuriser les gens, les partenaires de l'entreprise ainsi que les employés. Alors nous, oui, il y a de la promotion là, dans notre marché de achetez-vous une société, achetez-vous une entreprise, mais c'est compliqué de réussir. On en fait avec des gens qui ont une expérience en gestion, une expérience du secteur, parfois arrivent d'un autre environnement, ils ont cette connaissance-là, mais ils s'en fait quand même très, très peu en bout de ligne. Donc ça, c'est l'écosystème dans lequel on est. On voit par contre d'autres alternatives se développer ici au Québec. Évidemment, les opérations de fusion et acquisition. Donc, on est dans un contexte économique actuellement et avec la guerre tarifaire avec les États-Unis, on voit que ça s'accélère de ce côté-là. Certains entrepreneurs choisissent de céder à des groupes plus grands ou des groupes consolidateurs de secteur. C'est une stratégie de sortie qui est de plus en plus utilisée actuellement au Québec. On voit également l'avenue de fonds d'investissement qui créent des groupes d'entrepreneurs, des groupes d'entreprises, souvent détenus par des entrepreneurs qui ont cédé déjà, qui ont l'expérience de l'entrepreneuriat, qu'ils ont maintenant le capital et se réunissent des expertises, réunissent des équipes et accompagnent des équipes de relève dans des acquisitions. Donc ça, c'est en plein développement, en plein essor ici au Québec. Ça fonctionne vraiment bien. On utilise ces stratégies-là également depuis un bon petit bout et je vois vraiment une accélération. Donc, la problématique qu'on a, c'est que l'entrepreneur cédant encore aujourd'hui, pour revenir aux paroles de Stéphane d'entrée de jeu, l'entrepreneur cédant ne le fait pas savoir. Il faut les dénicher, aller s'asseoir en avant d'eux, leur demander de se projeter en avant, de se projeter dans le temps,
comment ils voient leur société au fil des prochaines années, à quel endroit ils se voient, eux, comme entrepreneurs, comment ils voient là, la suite de leur entreprise le jour où ils décideront de quitter. Qui est la relève? Qui est le repreneur le plus adéquat pour sa société? Ça, il faut le faire un à un et c'est ça qui est long et c'est ça qui ralentit, je dirais, le processus ici au Québec. C'est ce qu'on constate le plus. Donc, nous, comme institution et plusieurs autres de l'écosystème, c'est de cette façon-là qu'on approche, mais c'est vraiment un travail de terrain, un à un. Et c'est ça qui prend du temps et qui décélère un petit peu l'aspect du nombre de transferts qui devrait se produire. Il devrait être un peu plus grand que ça. Donc, on a des entrepreneurs qui vieillissent, qui sont fatigués, qui sont usés, qui n'ont pas préparé l'équipe, qui n'ont pas préparé leur stratégie. Donc là, le temps presse et les risques s'accroissent finalement. Voilà. Très bien, merci Richard. Donc on voit une forme de convergence finalement entre les contextes et les enjeux liés au niveau presque macro, et notamment sur ce qu'évoquait par exemple Stéphane sur le déséquilibre lié au marché, et aussi ce que vous évoquiez sur ce manque d'anticipation sur lequel on aura l'occasion de revenir, notamment lors du dernier temps. Donc, on va basculer, à moins que Pascal ou Léa souhaitent réagir sur le deuxième temps. Je crois que Richard et Stéphane ont dit beaucoup de choses. Moi, je pourrais juste rajouter une chose, c'est que avec le maintien de l'emploi, il y a aussi surtout le maintien des savoir-faire. Et il est très très important de conserver dans nos territoires les savoir-faire, quelquefois des savoir-faire très pointus ou très particuliers qui font la richesse finalement de notre écosystème. Voilà, et ça c'est très important. La partie très importante que nous réalisons, nous, au CRA, c'est la formation des repreneurs et la préparation des cédants. Le CRA a 35 ans d'expérience dans ce domaine-là et nous sommes tous bénévoles et tous d'anciens dirigeants. Donc, on a une maîtrise quand même du processus, mais nous constatons, pour accompagner ce qu'a dit Stéphane, Stéphane disait en effet qu'on a un déséquilibre entre l'offre et la demande en termes de cibles pour nos repreneurs. Alors, ce déséquilibre, il varie beaucoup en fonction des régions. On s'aperçoit qu'en Île-de-France, par exemple, on a 4 repreneurs pour une entreprise, alors que si on va dans l'Est de la France, on est plutôt à un repreneur pour une entreprise à céder. J'exagère un petit peu, mais c'est ça. En fait, l'offre et la demande varient beaucoup en fonction des régions, en fonction surtout de l'attractivité des régions. Bon, c'est certain qu'il est plus agréable d'aller travailler à Nice ou à Marseille que d'aller travailler à Charleville-Mézières sans juger quoi que ce soit. Mais les gens cherchent souvent le soleil et on s'aperçoit que... Et puis, il y a des activités aussi, l'offre et la demande, c'est fonction aussi des activités. Il y a des activités qui sont plus attractives que d'autres. Et il y a entre guillemets, des activités plus nobles que d'autres. Il y a des secteurs traditionnels qui attirent moins des jeunes ou même des moins jeunes pour la reprise. Et très justement, Stéphane parlait de création et de reprise. Nous, on s'aperçoit qu'on est approché par des fonds d'investissement qui, avant, investissaient dans des startups et qui, aujourd'hui, basculent plutôt vers la reprise. Et aujourd'hui, c'est très, très bien ce que disait Stéphane, il faut impérativement que nos institutions, nos politiques orientent aussi les créateurs ou les entrepreneurs vers la reprise de structures existantes. C'est dommage de voir des entreprises qui ont des carnets de commandes fermés parce qu'il n'y a pas de reprise. Et ça, nous, on l'a constaté, on le constate tous les jours, malheureusement, des gens qui ont des savoir-faire, d'une part, qui ont des équipes compétentes, qui ont quelquefois des récurrences de chiffre d'affaires,
abandonnent leur activité parce qu'ils n'ont pas de repreneur. Et ça, c'est un peu dommage. Donc, c'est très, très important de travailler la reprise et surtout la préparation des repreneurs. Alors, Stéphane évoquait le côté psychologique. Je crois que c'est très important aussi de noter. Alors, Stéphane parlait de confidentialité. Quand on est entrepreneur, je l'ai été, en effet, on souhaite une confidentialité. Pourquoi? Pourquoi? Parce que aujourd'hui, la main-d'œuvre est entre guillemets volatile. Euh, Aujourd'hui, avec le Covid et avec les réseaux sociaux, bah, les gens compétents trouvent assez facilement du travail à côté. Donc, les gens vont facilement voir si l'herbe n'est pas plus verte à côté. Et si on veut maintenir une équipe avec des compétences, bien sûr, il faut bien les payer, mais aussi il faut garder une certaine confidentialité dans les projets, parce que d'une manière générale, une transmission, c'est pour ça que c'est difficile. Il faut assurer une continuité, et une continuité pour le chiffre d'affaires, pour l'activité commerciale, mais aussi pour l'activité sociale de l'entreprise. Il est très important qu'il n'y ait pas de déséquilibre pour l'équipe en place. Merci Pascal. Je me permets de rebondir du coup sur ces propos pour voir un petit peu comment bah, du coup les acteurs de l'accompagnement peuvent aider à lever tous ces freins et surtout comment ils peuvent se coordonner pour mieux accompagner parce qu'on parlait un petit peu des enjeux territoriaux, sociétaux et ça a été souligné par Richard tout à l'heure, le fait qu'il y ait peut-être un manque de cohésion dans l'écosystème, que l'écosystème était un peu trop fragmenté. Est-ce que vous peut-être dans la région Québec, Richard, est-ce qu'il y a des acteurs qui sont un peu pivots et qui peuvent permettre cette coordination? Est-ce qu'il y a un intérêt à ce qu'il y ait un acteur pivot ou non? D'ailleurs, je pose la question de manière ouverte. Oui, ça prend un acteur pivot et celui qui est en train de s'installer chez nous, c'est Repreneuriat Québec, qui est un organisme paragouvernemental en fait, mais qui gère la partie du repreneuriat là, dans l'écosystème économique là, au Québec. Ce qu'on voit là, pour coordonner, c'est la formation des conseillers. La première chose, pour que les gens parlent le même langage, ça c'est quelque chose qui est en train de s'installer. Donc, l'Université de Sherbrooke, par exemple, un micro-programme pour former les conseillers qui interviennent quotidiennement auprès d'entrepreneurs cédants aux repreneurs. Donc, d'avoir une compréhension du parcours, en fait, c'en est un parcours. On voit aussi, Pascal en parlait, la formation des repreneurs et des cédants, notamment les repreneurs. C'est quand même un projet de vie, là, acquérir une entreprise et devenir un entrepreneur. Donc, HEC Montréal, d'ailleurs, un très, très beau programme qui vient accompagner les repreneurs. On a aussi l'école d'entrepreneurship de Beauce qui est en fait une école qui a été fondée par des entrepreneurs qui forment les gestionnaires à devenir meilleurs, à avoir une vision stratégique. Donc ça, on voit ça. C'est en train de s'installer. Ce qui nous manque beaucoup dans notre marché à nous, en fait, ça prend des chefs de projet. Nous, on les appelle les chefs d'orchestre. Quelqu'un qui a une compréhension parfaite d'un parcours et qui peut coordonner les différents professionnels qui interviennent dans le parcours auprès des entrepreneurs. À la fois dans sa réflexion, dans les différentes options de relève qu'il a devant lui et qu'il en fait, il doit faire un choix qui n'est pas toujours facile. Et la préparation à la fois technique, son patrimoine, est-ce qu'il aura assez d'argent pour financer un jour son projet de retraite, la fiscalité, les aspects humains, stratégiques, tout ça demande du temps et des professionnels qui connaissent ça et des chefs de projet qui sont capables de faire intervenir au bon moment. Et ça, on est en train de le développer, je dirais, et on devra le faire vitesse grand V pour réussir à bien transmettre les entreprises dans les prochaines années. Parce que oui, au Québec, nous, on devrait bientôt avoir un problème de relève. Là, pour l'instant, on en a suffisamment. Mais un jour, les entrepreneurs se préparent tellement peu que beaucoup de relèves se découragent et se détournent du reprenariat.
Et on risque d'avoir un manque de relève dans les prochaines années. Donc, à ce moment-là, il faut vraiment qu'on accélère la cohésion de l'écosystème pour réussir à rattraper le temps qu'on est en train de perdre, finalement. Alors, je pense que pour compléter ce que vient Oui. d'expliquer Richard, on a un souci dans l'écosystème. Il y a 2 soucis principaux. C'est trouver des cibles pour les repreneurs. Donc, trouver des cibles, ça veut dire il faut que les cédants, comme le disait très justement Stéphane tout à l'heure, il faut impérativement que les cédants soient plus ouverts, soient plus ne travaillent pas dans la confidentialité, mais au contraire fassent connaître autour d'eux que leur entreprise est à vendre. Ça, c'est un premier élément. Et puis, deuxième élément, Richard en parlait tout à l'heure, la différence entre le salariat et l'entrepreneuriat, cette différence est essentielle. Et il faut impérativement que les repreneurs comprennent qu'en devenant entrepreneur, on n'a pas le droit de se tromper. Autant quand vous choisissez un statut de salarié, vous avez le droit de vous tromper d'entreprise, vous pouvez en changer au bout de 2 ans sans casse. Alors que si vous êtes entrepreneur et que vous vous trompez d'activité ou même d'entreprise, ça va entraîner de la casse, ça va entraîner de la casse psychologique et même au niveau familial, ça peut être grave. Donc, il est très, très important que les repreneurs soient préparés à la fois techniquement sur la finance, sur la technique, le process de reprise, parce que le process de reprise, il n'est pas inné, quelle que soit sa formation antérieure. Je ne connais pas d'école qui réellement prépare bien ce process de reprise, tant en termes psychologiques qu'en termes financiers. Donc, le deuxième point très important sur lequel je voudrais insister, c'est pour les repreneurs, les problèmes financiers. À savoir, quand vous êtes repreneur et que vous avez un apport significatif de 100 000, 200 000, 300 000, voire 400, 500 000 euros, souvent, cet apport ne suffit pas. Et aujourd'hui, les repreneurs sont tous coincés. Et là, je parle en termes macroéconomiques. Tous les repreneurs sont coincés pour des problèmes financiers parce que s'associer avec des fonds, c'est souvent très dangereux pour nos repreneurs parce qu'ils n'ont plus du tout la maîtrise managériale de leur entreprise. Et les contraintes souvent imposées par les fonds, là, il y a un hiatus qui va pas bien. Et on sent que les repreneurs veulent une autonomie. D'autre part, ils aimeraient bien trouver des fonds, mais ils veulent bien trouver des fonds, mais pas être trop contraints. Donc, là, il y a un problème macroéconomique et notre écosystème doit essayer de trouver un moyen de faciliter les financements sans, sans garantie trop excessive. Alors, pour rebondir sur votre question, Sophie, Oui. je pense que ce soit le CRA ou la Chambre de commerce, on est, nous, en France, de gros acteurs historiques, en fait, sur ces marchés de la reprise-transmission. Je pense qu'à nous deux, CRA et Chambre de commerce, on doit voir passer quasiment tous les repreneurs personnes physiques. Quasiment. Et ces repreneurs personnes physiques, comme le disait Pascal, ils se forment très bien et ils sont très professionnels dans la démarche. Et il faut l'être, parce que de toute façon, c'est un projet qui est tellement complexe. Là où est le souci, on en revient côté cédant. On parlait d'atomisation du marché. Oui, je suis d'accord, le marché, il est très atomisé côté cédant parce qu'il y a énormément d'acteurs qui interviennent. Énormément, et par exemple, des cabinets d'intermédiation. On pourrait comparer ça au marché de l'immobilier. Quand quelqu'un veut vendre un bien, il passe souvent par une agence immobilière. Et des agences immobilières, il y en a à pléthore en France. Sur le marché de la reprise, c'est un peu pareil. Vous avez beaucoup d'intermédiaires ou de cabinets d'intermédiation qui font très bien leur travail. Mais après, il y a un souci de communication. Tous ces cabinets, les repreneurs n'ont pas forcément accès à toutes les infos de tous ces cabinets. Je crois que nous, on en a identifié à peu près 150 rien qu'en Île-de-France. Donc, idéalement, le repreneur, il faudrait qu'il soit en contact avec ces 150 intermédiaires
pour savoir ce qu'ils ont comme mandat ou comme entreprise à vendre. Mm. Alors, pour contrecarrer un petit peu le problème, on a mis en place, nous, depuis longtemps, ce qu'on appelle des bourses d'opportunités d'affaires. Donc, nous, on a la nôtre, qui est nationale, qui s'appelle Transentreprise, le CRA a la sienne. On a un troisième gros acteur qui est dématérialisé, qui s'appelle Fusac. Puis il y a BPI France aussi. Et tout ça est relayé effectivement Oui, par tout est relayé par BPI BPI France. France, en fait. BPI France est un portail national qui aspire toutes les affaires qui sont sur les bourses d'opportunités d'affaires. Néanmoins, sur les bourses d'opportunités d'affaires, vous n'avez que 30% des transactions. Ouais. Les 70% restant quand même assez cachés, confidentiels. Donc, ce qu'on essaye de faire, nous, c'est d'être en contact avec un maximum d'intermédiaires et un maximum d'experts du marché qui nous envoient d'ailleurs leurs dossiers. Voilà. Et l'idée, c'est de pouvoir communiquer ou interchanger, on va dire, des contreparties entre un acheteur et un vendeur. Vous faites Alors, la transition parfaite. pour compléter ce que vient de dire Stéphane, beaucoup de banques ont des possibilités, connaissent les dossiers d'entreprises à céder. Et ils ont du mal souvent à communiquer avec soit la CCI, soit le CRA, soit même ils ont du mal à faire connaître les opportunités dont ils disposent. Je ne sais pas si Stéphane est d'accord sur ce sujet. Après, effectivement, tout réseau bancaire a maintenant une filiale, on va dire, M&A, Voilà. qui gère Ouais. effectivement. Après, c'est comme pour tout. On a des interlocuteurs avec qui ça fit bien, d'autres avec qui ça fit moins bien, ou qui Exactement. veulent moins communiquer sur les sujets. Tout à fait. Je ferai du pouce sur vos propos, Stéphane et Pascal. Bon, la toute première chose, une institution financière, elle doit garder confidentielle l'information des clients. Donc, c'est à peu près impossible, sans l'autorisation du client, de transmettre son information à des acheteurs potentiels. Donc, c'est assez rigide. En tout cas, du moins, là, ici au Québec, c'est très, très rigide, c'est réglementé. Ça fait que ce bout-là est quand même complexe parce que c'est une question de communication et de le faire savoir, en fait, l'achat et vente, la transmission d'entreprise. Donc, en fait, c'est un contresens, mais c'est quand même ça la situation avec laquelle on doit composer. Je travaille à un projet à l'interne au Mouvement Desjardins de maillage d'entreprise. Donc, trouver des acheteurs à certains vendeurs qu'on a identifiés, certains cédants qui ne veulent pas, en fait, qui ont pris la décision de ne pas vendre dans à leur cercle rapproché, soit les enfants ou l'équipe de direction. Malgré que plusieurs ont l'intention et quand on regarde des possibilités avec eux, souvent ils ont la relève sur place avec eux, autour d'eux, mais ils ne la voient pas. Fait que ça, on leur fait prendre conscience. Là. Mais pour ceux qui restent, on réussit à le faire, en fait, à trouver cet acheteur-là, mais ça demande quand même beaucoup de minutie, beaucoup de travail de terrain, qui demande beaucoup de temps. Donc, c'est difficile d'en faire un grand volume. Ça fait qu'on est là, on est en train de le piloter, ce projet-là à l'intérieur de Desjardins. Là. Puis, on cherche des façons de marier la donnée technique, en fait, on peut cibler les dossiers dans notre portefeuille, mais après ça, c'est le facteur humain qui embarque. Il faut s'asseoir avec les gens et de regarder les possibilités, d'évaluer les risques, parce qu'il y en a. Hein. Aussitôt qu'on lève cette roche-là, comme on dit, ben, il y a un risque. Il y a un risque que l'information circule et que l'entrepreneur cédant soit floué, il n'aime pas ça. Ça fait qu'on joue dans cet espace-là. Pascal, je reviendrai sur vos propos sur le financement. Moi, j'en prendrais des relèves d'entreprises qui ont de la mise de fonds aussi importante que vous avez dit tout à l'heure. Ici, on vit le phénomène où des gens qui veulent acquérir une entreprise sans mise de fonds ou très, très peu de mise de fonds. Donc, en fait, les gens ne sont pas réellement en affaires, ne prennent pas réellement le risque. Et on a quand même de très, très bonnes discussions avec ces repreneurs-là.
À ce moment-là, c'est qui va le prendre, le risque? Évidemment, l'institution financière va faire un bout. Les prêteurs de dettes subordonnées vont en prendre un bout. Mais ça va finir que l'entrepreneur cédant va devoir laisser un solde de prix de vente assez important avec des conditions assez souples pour réussir l'opération avec une personne qui a une mise de fonds pas très élevée, en fait. Donc, on vit ce phénomène-là, malgré qu'avec les années, puis je suis un des instigateurs là, de faire du financement dans le cadre de reprise d'entreprise. J'ai développé le produit et la philosophie d'approche chez Desjardins et dans une autre institution financière également auparavant. Et ça s'est beaucoup démocratisé, ça aide, ça apporte beaucoup de souplesse, mais ça demeure que on est en manque de repreneurs ayant la capacité financière de s'investir dans le projet. Et ça discarte souvent des gens qui ont la connaissance, mais qui n'ont pas le capital. Donc ça, c'est un enjeu fort important sur lequel on doit s'attaquer dans les prochaines années. On trouve en France maintenant quelques jeunes brillamment diplômés qui arrivent à financer des reprises grâce à des search funds qui s'occupent de financer, de trouver des financements au travers soit de family office, soit à travers de business angel. Et on a quelques jeunes chez nous qui ont une trentaine d'années, qui disposent de peu de capitaux et qui arrivent à financer des sociétés à 2, 3, 4, 5 millions d'euros grâce à des business models, à des business angels ou des family office les family office, quelquefois, ont beaucoup investi dans les startups et se rendent compte, finalement, financer dans la reprise de société, c'est aussi une voie possible. Merci. Tout à fait, tout à fait. Peut-être un petit mot en terminant. Les search funds ici au Québec sont très peu populaires. On le voit beaucoup dans la province de l'Ontario et aux États-Unis, c'est très populaire depuis plusieurs années. J'ai d'ailleurs fait une transaction récemment avec un groupe de la France, en fait, qui ont acquis une entreprise ici via avec une relève ici québécoise qui a pris la relève d'une entreprise manufacturière assez grande taille. Et ça s'est bien passé. J'adore l'outil, mais c'est à développer ici au Canada. Ici, au Québec notamment. On a beaucoup parlé donc repreneur. Là, peut-être qu'on peut s'intéresser maintenant côté cédant. Et Léa, donc, vous intervenez auprès de Transmission Lab et notamment côté cédant pour essayer de lever les freins à la cession. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire quels sont les enjeux côté cédant? Bonjour tout le monde. Merci, c'était une discussion super intéressante. Alors, de mon côté, donc moi je suis chez Transmission Lab. On a une fondation à but non lucratif qui vise justement à sensibiliser les dirigeants français sur la nécessité à anticiper et à bien préparer sa transmission. Donc dans l'écosystème Transmission Lab, on joue un rôle de sensibilisateur. Donc, tout à l'heure, du coup, je commence un peu par les enjeux de sensibilisation du côté cédant. Et je rebondis un peu aussi sur les chiffres qui sont fournis tout à l'heure par Stéphane et aussi par Sophie. Aujourd'hui, en France, un dirigeant sur 4 a plus de 60 ans et plus qu'une PME et EDI sur 2 est en situation de transmission. C'est 3 fois plus qu'il y a 10 ans. Pourtant, plus d'un tiers des dirigeants de plus de 70 ans n'ont toujours pas de plan de succession formalisé et c'est encore la moitié pour les 60 à 69 ans. Donc, on voit bien qu'il y a un grand travail de sensibilisation. Pourtant, et c'est très important de noter, et aussi c'est un message clé que chez Transmission Lab, on cherche à faire passer. Et l'âge idéal pour commencer la préparation, c'est environ 50 ans. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'il faut bien 10 ans de préparation pour une transmission réussie et saine. Tout à l'heure, Stéphane a parlé qu'il faut entre 3 ans et 5 ans de temps de bien préparer. On est d'accord que quand on déclenche sérieusement le projet de transmission en faisant impliquer les différents acteurs de l'écosystème, de se faire accompagner et se mettre à la recherche, ça 3 à 5 ans. Mais quand on parle de préparation, ça va au-delà. Encore une fois, tout le monde a dit, et préparation de l'entreprise, préparation des successeurs, mais c'est surtout et avant tout une préparation de soi-même.
Et c'est le processus de lâcher prise et aussi de se projeter dans une vie d'après. Et ce passe seulement par une réflexion personnelle. Ça commence par se renseigner, se parler, réfléchir, explorer toutes les options, à participer aux séminaires et ateliers comme celui-ci, et aussi en lisant des bouquins, en se renseignant. Et tout ça, ça prend du temps parce que la réflexion, la préparation personnelle de se projeter dans une vie d'après, qu'est-ce que je fais après, comment je prépare, tout ça, ça prend réellement du temps et il faut entre 3 et 5 ans pour cette préparation vraiment personnelle ou avec une discussion avec un cycle des amis ou des personnes confiées qui sont très intimes au dirigeant lui-même. Alors, j'ai quelques chiffres qui sont assez intéressants à vous partager. C'est en 2019, Transmission Lab, on a mené une enquête nationale avec CCI France auprès de 130 dirigeants PME sur la transmission. Et on constate que, bien que 47% des dirigeants disent se voir comme garant de la pérennité de l'entreprise, il y a seulement 24 qui transmettent pour le bien-être de l'entreprise, alors que la majorité, 54%, donc la majorité, la motivation numéro 1 de la transmission, c'est la contrainte, comme la santé qui se dégrade, l'âge, la fatigue et les difficultés financières. Et ce qui est très intéressant, entre parenthèses, je vous partage, on a mené une enquête très récente en 2024 auprès de 144 dirigeantes femmes de PME et la situation, c'est le contraire. Seulement 23% des dirigeants femmes soumettent sous la contrainte l'âge, santé, endettement, comparé à 58% pour les hommes, alors qu'un tiers de dirigeants femmes, la motivation numéro 1 de la transmission ou déclencher le processus de transmission-cession, et c'est parce qu'elle envisage un nouveau projet et une vie après. Donc, ça, c'est un constat assez intéressant, mais la réalité, c'est quand même, la majorité des dirigeants aujourd'hui restent masculins. Un deuxième constat, c'est la perception assez négative et, de transmission. Donc, on a mené une grande enquête sur ce qu'on appelle les représentations sociales de la transmission, c'est-à-dire quand on pose la question aux dirigeants, quand on pense de la transmission-cession, qu'est-ce qui vient à l'esprit spontanément? Alors qu'on entend les mots, le plus souvent, c'est le mot difficulté, complexité, c'est la faim, ça fait peur, c'est la mort. Donc, c'est une connotation assez négative. Mais encore une fois, il y a une parenthèse assez intéressante, c'est que chez les dirigeants de femmes, on entend des mots comme fierté, réussite, opportunité, se connaître. Ce sont des verbatim qui n'apparaissent même pas chez nos dirigeants hommes. Donc, ça, c'est un constat assez intéressant. Et enfin, pour vous partager, on a mené une recherche récente aussi avec IMD en Suisse. Si vous connaissez, c'est le centre le plus grand au monde pour les entreprises familiales. Et pour bien connaître qu'est-ce qui fait le déclic chez le dirigeant, parce que tout passe par le déclic. Alors que quand on voit dans les statistiques que la majorité ne fait même pas le déclic, ils attendent jusqu'à l'âge de 70 ans pour même déclencher le projet de transmission. Donc, on voit cette nécessité de bien sensibiliser, de bien commencer le déclic, donc commencer la réflexion, commencer à préparer. Et on a identifié justement quatre dimensions qui sont quatre facteurs qui sont très importants pour déclencher le processus de transmission et aussi pour bien faire avancer. La première et la plus importante, c'est tout le monde en dit, c'est le développement d'une conviction sur la nécessité à anticiper. Et c'est vraiment un point crucial parce que depuis plus de 6 ans, on a interrogé par interview et aussi par étude de cas plus d'une centaine de dirigeants chez Transmission Lab. Alors qu'il existe une minorité, ceux qui ont pu faire un excellent travail de transmission. Quand je dis un excellent travail de transmission, c'est-à-dire c'est un passage de flambeau en douceur, une satisfaction très bonne de toutes les parties prenantes, y compris le cédant, le repreneur, la famille, les clients, les fournisseurs, les salariés, et une meilleure performance économique post-transmission. Alors qu'ils ont tous un message en commun. Le premier, c'est anticiper bien en avant. Même à partir de 40 ans, même après 10 ans de gestion de l'entreprise, commence à anticiper, à explorer, à s'imaginer dans une vie d'après. Deuxième message, c'est qu'il faut se faire accompagner. Et on voit que souvent, cette prise de conscience
passe par des apprentissages. Ça ne vient pas tout seul, ça ne vient pas naturellement. Par des rencontres, il faut déclencher et qui font déclencher les réflexions personnelles. Donc, ça passe par des séminaires, des webinaires comme aujourd'hui, des lectures, des livres et qui sont aussi publiés sur Transmission Lab, et aussi surtout des discussions avec d'autres dirigeants, des pairs qui partagent des histoires de transmission. Et un constat super intéressant, c'est que ce sont souvent des histoires catastrophiques parce qu'on est très motivé par les storytelling. Enfin, les statistiques, les chiffres, ça sensibilise, mais il n'y a rien qui sensibilise mieux que les histoires catastrophiques. C'est beaucoup plus efficace que les histoires de transmission de sessions de réussite. Et donc, le deuxième dimension, c'est une prise de conscience de faiblesse personnelle. Donc ça, c'est assez intéressant et ça, c'est un aspect assez vulnérable, surtout pour un dirigeant, de dire qu'avec l'âge, la santé se dégrade et la capacité et aussi la rigueur, la rigidité s'installe, mais on constate que les dirigeants qui ont cette capacité d'accepter cette réalité, de prendre du recul, ils vivent un processus de détachement psychologique beaucoup plus doux. Et la troisième dimension, c'est la réduction de l'indispensabilité du dirigeant, parce que pour une entreprise où le dirigeant est absolument indispensable, parce qu'on entend souvent les dirigeants qui disent « je ne peux pas partir parce que l'entreprise ne peut pas fonctionner en moi ». Et ça rend l'entreprise beaucoup moins attractive et difficilement transmissible. Donc, ça passe par des processus de renforcement des cadres clés en montant une bonne structure, ça passe par les communications, etc. Donc, ça, c'est un point assez important. Et aussi, c'est de faire impliquer des personnes dans les discussions aussi tôt que possible. Donc, tout à l'heure, Stéphane mentionne que cet aspect de confidentialité, et ça, c'est aussi, on dirait, une des raisons où Transmission Lab existe. C'est ce phénomène de tabou chez les transmissions. C'est un sujet qu'on n'en parle pas. C'est vraiment quelque chose sous le tapis. Mais en Bien. fait, on voit que la clé de bien réussir la transmission, justement, il faut en parler. Il faut en parler avec les enfants, la famille, même avec nos clients. Et ce sont des personnes autour de nous avec qui on parle, qui nous Oui, aident à faire bien avancer bien sûr. la transmission. Et, C'est bien. et Euh, je termine juste rapidement la quatrième Oui, dimension. parce que le Très temps rapide. passe et on souhaiterait avoir un temps de discussion, Léa. Je vais peut-être rapidement redonner la parole à Stéphane s'il veut compléter pour qu'on puisse enchaîner, puisqu'il nous reste 10 minutes de questions. Alors, juste rapidement pour répondre à votre question, comment identifier un dirigeant cédant aujourd'hui? Bah, tout simplement en l'approchant directement. Alors, c'est vrai que nous, au niveau de la chambre de commerce, notre valeur ajoutée, c'est un petit peu notre logo parce que le dirigeant, il nous connaît, on l'a déjà accompagné sur d'autres sujets au cours de la vie de son entreprise. On est une entité qui est neutre et on est un peu le tiers de confiance, on va dire, entre guillemets, dans le lancement de l'opération. Donc, c'est ce qu'on fait d'ailleurs pour le cadre de repreneurs qu'on accompagne, hein, qui ont du mal à trouver des dossiers. Un repreneur qui nous dit « je cherche une entreprise agroalimentaire entre 2 et 5 millions d'euros en Île-de-France ». De mémoire, je crois qu'il y a 250 sociétés potentiellement dans ces critères-là. Idéalement, on approche les 250 dirigeants de ces sociétés et on lui demande s'il n'est pas dans une réflexion potentiellement vendeur. Donc, ce repreneur, on va avoir 15 retours. Ce repreneur, il va reprendre une société. Les 14 autres dirigeants, pour le coup, qu'on connaît et qu'on a identifiés, c'est là où on va les sensibiliser et on va les accompagner dans le temps à leur opération. D'accord. Très bien, merci. Je pense qu'on va pouvoir passer au temps de J'avais la juste un mot discussion. à Oui, rajouter pour Pascal, compléter oui. ce que viennent de dire Léa et Stéphane. Je crois que pour attirer les cédants, un élément très très important, le cédant a besoin de savoir combien vaut son entreprise. Et une étape très importante pour le chef d'entreprise, c'est d'avoir une valorisation de sa société. C'était juste un point supplémentaire pour compléter les bonnes approches de Léa et de Stéphane. Super, très bien, merci. Sophie, Oui, est-ce qu'on a des questions? alors il n'y a pas forcément de questions, mais plutôt des remarques, notamment sur les financements que vous évoquiez tout à l'heure. On dit qu'on peut aussi citer les structures de prêt d'honneur sans intérêt, sans garantie, comme le réseau Initiative, qui est présent partout en France et depuis peu au Québec, qui peut Oui. potentiellement aider. Avec le réseau, vous avez le réseau Entreprendre, le réseau Initiative.
et puis peut-être des abondements aussi locaux via souvent les régions, les conseils régionaux. Aujourd'hui, un repreneur arrive à trouver ou à obtenir entre 50 et 70 000 euros de prêt d'honneur, ce qui n'est pas négligeable dans son opération. Et preuve qu'aujourd'hui, tous les acteurs du marché de la reprise prennent conscience de ce marché. BPI France, qui est aujourd'hui une entité qui cofinançait beaucoup la reprise d'entreprise et qui garantissait aussi beaucoup le montage de reprise avec les banques privées, ils viennent juste de lancer un nouveau produit de financement de la reprise qui va bien au-delà de ce qu'ils faisaient auparavant en termes de cofinancement. On nous dit aussi qu'il y a, donc je pense que c'est quand on était sur le second temps sur le niveau méso, qu'il y a beaucoup d'intermédiaires, mais peu d'intervenants en accompagnement, que le besoin, c'est le coaching, d'ailleurs, tant côté cédant que côté repreneur. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors, je vais faire un parallèle, comme l'a fait Stéphane tout à l'heure, entre le marché de la reprise d'entreprise et le marché immobilier. Dans le marché immobilier, vous avez des très bonnes agences et vous avez des bonnes agences. Parmi les intermédiaires, vous avez de très bons intermédiaires et vous en avez de bons. Tout le monde comprendra ce que je veux dire. Donc, c'est un marché concurrentiel où il y a de bons acteurs et des acteurs un peu moins bons. Voilà. C'est ce que l'on constate, nous, au sein du CRA. Peut-être que la question, quand on parle de coaching, on fait référence aussi, on va dire, à l'accompagnement plus, ce que je disais tout à l'heure, plus humain et psychologique, que ce soit du cédant ou du repreneur. Parce que pour le cédant, voilà, on comprend tous qu'il y a des aspects humains et psychologiques importants à céder, à se séparer de son activité. Tiens, une question intéressante qu'on leur pose d'ailleurs et que peuvent poser les repreneurs, c'est de demander aux dirigeants pourquoi il veut vendre et surtout, est-ce qu'après sa vente, il a des projets, que ce soit des projets perso ou professionnels. S'il vous dit qu'il a des projets, a priori, c'est déjà bien lancé. S'il n'a pas de projet, attention. J'ai pas bien compris la question de Sophie, mais j'avais compris la question de Sophie sur les intermédiaires à la vente ou à l'achat. Oui. Je ne parlais pas de coaching ou de préparation à la transmission ou à la reprise. Parce que le coaching, le mot coaching, c'est assez vague en fait. Ouais, est-ce que c'est l'accompagnement dans la préparation de la reprise? Est-ce que c'est un accompagnement après la reprise? Ça aussi, c'est un sujet qui n'a pas été évoqué dans ce webinaire, mais je crois que c'est un sujet très important. Reprendre, c'est bien, mais après la reprise, après le closing, qu'est-ce qui se passe? Et est-ce que le repreneur n'a pas besoin d'être accompagné par quelqu'un pour pas être seul? Parce que c'est un des soucis du chef d'entreprise. Après la reprise, il est très seul. On aura sans doute l'occasion, dans d'autres contextes, de mettre l'accent. Alors, j'ai dans le public, il y a Nadia Nardonnet de Transmilab qui souhaitait intervenir. Donc, je vais lui permettre d'exprimer un commentaire ou une question. Nadia, vous nous entendez? Oui, absolument, merci. Moi, en fait, j'avais envie d'avoir vos retours sur les search funds. Parce que, en ce qui concerne la reprise, on s'aperçoit que le dirigeant, il a besoin de se préparer et puis il a besoin d'avoir confiance. Et en fait, j'avais une interrogation donc, sur ceux qui ont expérimenté les search funds, de savoir quelles étaient leurs positions par rapport à cet outil qui permet effectivement de reprendre. Mais est-ce que c'est pas trop difficile pour un dirigeant de basculer directement sur un search fund et donc un manager qui va être appuyé par des fonds? Question ouverte. Très bien, merci. Bon, je crois que une réponse très, très simple. De toute façon, entre repreneur et cédant, il faut une confiance réciproque. Tant que cette confiance réciproque n'est pas établie, le problème de financement est un autre sujet. Voilà mon avis personnel.
pour avoir accompagné aussi des repreneurs avec des search funds derrière, bon, il faut savoir que le search fund, il est quand même assez exigeant. Il est exigeant sur l'activité ou la taille de la société à reprendre, sur son potentiel de développement. Mais déjà sur la taille, hein, les search funds, il faut aller chercher des sociétés déjà d'une certaine taille avec de beaux ratios d'EBITDA ou de REX, ce qui est quand même, on va le dire, hein, assez rare sur notre marché. Et puis en plus très concurrentiel, parce qu'ils vont rentrer en concurrence avec des groupes qui font de la croissance externe, et ils vont rentrer en concurrence avec des vrais fonds d'investissement. Sachant que derrière, le cédant, lui, il faut faire aussi attention à l'approche search fund, parce que le cédant n'aime pas du tout, on va dire, les profils. Au départ, hein, quand il veut vendre sa société, il n'aime pas du tout les profils financiers ou, entre guillemets, investisseurs. Lui, il cherche au départ, le mot est fort, hein, il cherche un successeur. Donc, il cherche quelqu'un qui ne veut pas faire une opération financière, il cherche quelqu'un qui puisse pérenniser sa société et qui soit, entre guillemets, un petit peu son clone. Donc, Stéphane a tout à fait raison. Stéphane a tout à fait raison parce que les chefs d'entreprise se méfient terriblement de la finance d'une manière générale, sans parler des banquiers. Oui, merci. Mais les search funds, il y a quand même un avantage, en fait, pour le repreneur, c'est d'être accompagné d'une équipe. Donc, dans le développement de ses compétences, c'est bon. Et ça demeure qu'en bout de ligne, ce repreneur-là qui est accompagné dans un search fund, ben, il va falloir qu'il y ait un fit de valeur avec l'entrepreneur cédant. Sinon, il n'y a pas de transaction possible de toute façon. Donc, le search fund devient un moyen de financement, mais en bout de ligne, le successeur, comme le dit Stéphane, je pense qu'il y a un fit de valeur absolument nécessaire pour que ça puisse se faire. Merci à tous. Le temps file. On pourrait en parler encore pendant longtemps, parce que tant le sujet est vaste, à la fois au niveau micro, méso et macro. Merci à tous, à tous les panélistes pour vos interventions respectives. Et puis, ça nous donne du grain à moudre pour éventuellement d'autres webinaires ou d'autres sujets sur la transmission reprise d'entreprise qu'on pourra éventuellement programmer dans les mois à venir ou avec d'autres partenaires. Merci beaucoup. Merci à tous. merci à vous. Merci. Merci à toutes et à tous.